Dans cette vidéo, on va parler des limites du Web 2.0 et on va parler des avantages du Web 3.0. Qu'est-ce que ça va apporter justement avec la blockchain et les crypto-monnaies. Donc on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaies en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche notification pour t'informer de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors les gars, aujourd'hui on va profiter de l'excursion. Donc on a fait une petite pause, on est en randonnée en forêt. Et là on est dans la forêt du Gabon. Vous voyez un peu que il y a beaucoup d'arbres là et tout. Donc voilà. On va profiter de cette petite pause là pour parler justement du Web 3.0. Mais le meilleur moyen pour moi de vous définir c'est quoi le Web 3.0, c'est de vous expliquer d'abord c'est quoi le Web 1.0, puis le Web 2.0. Ensuite, je vais vous expliquer quelles sont les limites du Web 2.0 qui ont mené à ce qu'on soit obligé justement de créer le Web 3.0. Alors les gars, le Web 1.0 prend sa source de 1989. Et donc du coup en 1989, c'est là qu'on a eu l'apparition du HTTP, on a eu l'apparition des premiers systèmes qui permettait justement d'avoir l'affichage de pages web sur internet. Et donc du coup à ce niveau là on avait une entreprise qui passait par un serveur pour afficher sur le web une page web. Et donc du coup on a eu l'apparition des premiers sites web et ces sites web là étaient comme Wikipédia, tu vois. Tu pouvais aller sur ces sites là, consulter les informations qui étaient données sur ces sites, mais tu pouvais pas en fait interagir avec la page. Ça veut dire que tu es sur une page, tu fais une recherche, tu cherches par exemple Napoléon, tu pouvais venir voir les informations sur Napoléon et tout, mais tu ne pouvais pas en fait interagir avec la page dans le sens de mettre un commentaire. Tu vois, les pages dans le web 1.0 à l'époque, c'était des pages qui étaient statiques et on ne pouvait pas interagir avec. Donc du coup, la base du web 1.0, c'était simplement le fait d'avoir un serveur qui nous permettait d'afficher une page sur le web. Et ce système-là était plus ou moins décentralisé parce que vu que en fait les entreprises publiaient simplement des sites non interactifs, il n'y avait pas d'informations sur les personnes qui utilisaient le site. En fait, tu n'étais pas obligé de prendre ton email pour l'entrer quelque part et puis accéder au site. Non, il n'y avait pas d'informations qui étaient divulguées par nous. Donc du coup, à ce niveau-là, on a eu une évolution et on est passé ensuite au Web 2.0 dans les années 2000, donc en 2004 plus précisément. Et c'est là qu'on a eu l'apparition des forums, donc les premiers forums qui permettaient justement de pouvoir, dans ces forums-là, interagir avec d'autres personnes sur un sujet ou sur une thématique précise. Et après ça, après les forums, on a eu l'apparition des réseaux sociaux. Et c'est dans les réseaux sociaux justement qu'on a pu justement avoir des trucs comme Facebook. Facebook est venu démocratiser le réseau social parce que Facebook permettait justement de pouvoir non seulement interagir avec d'autres personnes, mais pouvoir créer du contenu. Donc Facebook est venu avec justement cette richesse-là de pouvoir faire en sorte que l'on puisse créer du contenu. Voilà, donc fondamentalement c'est ça. Lorsqu'on peut créer du contenu, contrairement au Web 1.0, là nous sommes obligés justement de rentrer nos informations, tu vois. On va rentrer notre email, on va rentrer notre mot de passe. Et ensuite, lorsqu'on va créer du contenu sur la plateforme, c'est notre contenu qui permet à la plateforme d'exister dans le Web 2.0. Et donc, du coup, vu que c'est notre contenu qui permet à la plateforme d'exister, s'il n'y a pas de contenu, s'il n'y a pas de personne qui vient poster, ben, il n'y aura pas de plateforme en fait. Et donc, du coup, voilà pourquoi c'est gratuit. Voilà pourquoi les réseaux sociaux sont gratuits. Mais fondamentalement, il y a une citation qui dit que si quelque chose est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et donc, du coup, voilà pourquoi sur le web 2.0, sur Facebook, Instagram et autres, on ne rentre pas nos informations personnelles, c'est vrai, mais la contrepartie de ça, c'est que les plateformes sur lesquelles on va, ils prennent nos informations justement et justement, ils les utilisent, ils les vendent. Voilà pourquoi Facebook, Instagram, YouTube, ils se font des millions et des millions avec nos informations. En fait, sur notre dos, ils se font des millions et on n'a rien dessus, tu vois. Et c'est ça l'un des gros problèmes du Web 2.0, c'est que nos informations sont vendues à des entreprises. Pourquoi? Je vais vous prendre un exemple simple. Imaginez que vous êtes une entreprise comme Adidas, Nike et tout, et que vous voulez des clients. Mais vous savez que sur Facebook, il y a plus de 2 milliards de personnes connectées chaque jour. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher à justement avoir ces 2 milliards de personnes-là dans votre base clientèle. Mais pour ça, il faut contacter Facebook. Et il faut avoir les informations de ces personnes-là. Donc, du coup, Facebook va se faire de l'argent en vendant nos informations sur justement à des entreprises pour que une entreprise sache que toi, par exemple, souvent tu as l'habitude de poster un commentaire où tu parles d'Adidas. Souvent tu as l'habitude de liker une photo où il y a une image de Nike. Donc, du coup, grâce à ça, ils peuvent repérer que voilà, telle personne aime Adidas, telle personne aime Nike, telle personne aime ça. Comme ça, lorsqu'ils vont faire de la publicité sur Facebook, cette publicité-là sera ciblée.
Est-ce que vous voyez un peu? Donc voilà pourquoi il ne faut pas vous étonner que parfois, lorsque vous êtes sur Internet et que vous naviguez, vous vous rendez compte que, mais attends, la chaussure que je voulais acheter, bizarrement, c'est ce qu'on me montre comme publicité. Ou bien tu te rends compte que bon, tu voulais acheter, en fait, tu voulais te connecter à un site ou bien tu cherchais un site. Mais comme par hasard, la publicité de ce site apparaît sur ton fil d'actualité. C'est pourquoi? C'est parce que justement, ils ont nos informations. Et qui les vend? C'est Facebook, Instagram, YouTube, Google. Donc du coup, tous ces moteurs de recherche-là, à chaque fois qu'on fait des recherches, ils enregistrent toutes les recherches que l'on fait pour avoir des informations sur nous. C'est un avantage parce que justement on a une publicité ciblée qui nous permet justement de pouvoir acheter des choses tout simplement. Mais nous on ne gagne rien dessus. Ce sont nos informations. Et donc du coup, il n'y a même pas de confidentialité en fait. Est-ce que tu vois? Maintenant, ça c'est l'un des gros problèmes. Maintenant, le deuxième gros problème, c'est au niveau de la sécurité. Parce que justement, le serveur, il est centralisé. Sur Facebook, par exemple, tu as un serveur qui est centralisé. Donc, du coup, toutes tes informations sont dans une base de données détenue uniquement par Facebook. Ce qui fait en sorte que, vu que c'est un endroit centralisé, il est plus facile de pirater. Lorsque tu veux, par exemple, pirater Facebook, il suffit que tu réussisses à pirater le serveur dans lequel sont stockées toutes tes informations et tu as piraté tout le monde, en fait. Le truc, c'est ça. Sur les réseaux sociaux et sur les applications en général, on a eu parfois des applications qui se sont fait hacker et il y a beaucoup d'emails qui ont fuité. Donc, il y a des hackers qui possèdent des emails des gens en fait. Et quand ils accèdent à vos emails, ils accèdent à votre vie. Parce qu'en général, vous avez utilisé votre email pour créer le compte de votre banque. Vous avez utilisé votre email pour créer ceci, pour créer cela. Donc, non seulement ils ont accès à vos emails, ils ont accès à vos informations à l'intérieur de vos emails. Et ça, c'est dangereux, les gars. Voilà, le fait que ce soit centralisé diminue la sécurité justement des applications du web 2.0. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est le fait que vu que ce sont des serveurs centralisés, ça fait en sorte en fait que malheureusement, lorsque on n'a pas respecté les conditions, les règles, Facebook, il nous censure. Pourquoi? Parce que c'est possible de nous censurer. On est obligé en fait de se plier aux règles de Facebook pour interagir. Et même parfois on va te bloquer ton compte Facebook sans raison valable en fait. Rien que parce que tu as posté un commentaire. Moi on m'a bloqué une fois. J'ai posté un commentaire et on m'a bloqué parce que justement l'application Facebook avait lu mon commentaire et l'avait interprété différemment de ce que j'avais écrit. Tu vois un peu le truc? Donc du coup c'est un gros problème parce que on est sur leur tutelle en fait. On est sur leur tutelle dans le sens où c'est eux qui ont la possibilité de bloquer, de nous donner des accès, etc. etc. Quatrième chose, c'est que ce n'est pas open source. Ça veut dire qu'il y a certaines applications qui ne fonctionnent que pendant une certaine période. Il y a des applications qui ne fonctionnent que dans des lieux géographiques précis. Donc du coup, si tu n'es pas en France, si tu n'es pas aux États-Unis, tu ne peux pas utiliser telle ou telle application. La centralisation fait en sorte que vu qu'il y a des régulations, les régulations imposent souvent à certains pays de mettre leur application ouverte à tel endroit ou à tel endroit. Et ça, c'est une grosse limite parce que il y a des fois où vous voulez utiliser certains services, mais vous ne pouvez pas parce que justement, ce n'est pas accessible dans votre pays. Donc du coup, ces 4 points-là font en sorte que justement, premièrement, on a le fait que ces applications-là sont centralisées. Ce sont des serveurs qui sont facilement piratables. Deuxième chose, c'est qu'ils vendent nos informations personnelles. Donc, c'est vraiment une mauvaise chose. Troisième chose, c'est que justement, ils peuvent nous pirater à tout moment. Et quatrième chose, c'est que ce n'est pas accessible partout. Ça, ce sont les applications du Web 2.0 et c'est les grosses limites du Web 2.0. Ensuite, après le Web 2.0, on a eu, grâce à la blockchain, la possibilité d'explorer le Web 3.0. Et dans la possibilité d'explorer le Web 3.0, on a beaucoup d'avantages justement parce que lorsqu'on parle de Web 3.0, on n'est plus sur une entreprise qui met des informations sur un serveur et qui affiche ces informations-là sur Internet. On est sur un serveur qui est divisé en multiples petits serveurs qui sont détenus par chaque utilisateur du réseau. Ça veut dire que si par exemple, aujourd'hui on crée un réseau social comme Facebook, mais quand on le met sur la blockchain, il ne sera plus centralisé, le serveur ne sera plus unique, mais par contre, si par exemple tu veux stocker une photo sur Facebook, la photo elle est stockée dans un serveur de Facebook. Mais si tu veux stocker une photo sur la blockchain, cette photo-là sera divisée en petites fractions. Et chaque fraction sera mise dans un serveur détenu par chaque utilisateur. Est-ce que tu vois un peu le truc? Ça fait en sorte que les informations, la photo en fait, elle est décentralisée. Elle n'est pas à un seul endroit, elle est à plusieurs endroits à la fois. Et si justement tu veux reconstituer la photo, cette photo-là, il suffit seulement que tous les serveurs se mettent ensemble pour reconstituer la photo. Et ça fait également en sorte que vu qu'il y a plusieurs serveurs qui détiennent l'information, si tu pirates un serveur, tu ne touches pas le système en fait. Et ça fait en sorte justement que grâce à la blockchain, on a la possibilité d'avoir un système qui est beaucoup plus sécurisé. Décentralisé également par le fait que justement, vu que le serveur n'est pas centralisé, ça fait en sorte que nous n'avons pas la possibilité d'être bloqués par qui que ce soit. Parce que la blockchain par définition n'est contrôlée par personne. C'est un système qui est contrôlé par toutes les personnes qui utilisent ce système-là. Donc, aucune personne ne peut nuire à l'autre parce que c'est l'intérêt collectif qui prime.
Est-ce que tu vois un peu le truc? Donc du coup, le web 3.0, c'est un internet qui est plus juste, qui permet de pouvoir avoir une meilleure sécurité, une meilleure décentralisation et qui permet à chacun justement de pouvoir avoir accès à ces informations en temps réel. Vu que ce n'est pas un système qui est contrôlé par qui que ce soit, ça fait en sorte que nos informations personnelles ne sont plus vendues à tout va comme ça, tu vois. C'est chacun qui décide de s'il veut vendre ses informations personnelles ou pas. Donc pour la suite, on se retrouve tout à l'heure. Peace. Je vais vous faire une petite historique de d'où vient le Web 3.0 parce que le Web 3.0 en fait il vient d'Ethereum parce que Bitcoin a été créé avec la possibilité de pouvoir faire des transferts d'argent de Bitcoin, mais Bitcoin ne permettait pas de pouvoir créer des applications sur cette blockchain là, de pouvoir lancer des smart contracts, de pouvoir créer des tokens, etc. C'est en 2013 que justement Vitalik Buterin vient avec le concept de pouvoir exploiter la blockchain dans tout son plein potentiel. La blockchain permet d'enlever des intermédiaires dans tous les domaines. Tu vois un peu. Donc du coup c'est Vitalik Buterin grâce à Ethereum qui permet justement à ce qu'on puisse à travers Ethereum, à travers cette blockchain là, pouvoir accéder au Web 3.0, pouvoir créer des applications décentralisées. C'est Ethereum et après on a eu d'autres blockchains comme Cardano, on a eu d'autres blockchains comme Polygon, comme Tron, comme Elrond, et donc du coup la blockchain se développe de plus en plus grâce à ce système là. Donc du coup les gars, le Web 3.0 se manifeste par justement plusieurs types d'applications qui sont décentralisées, qui ne sont pas centralisées par des serveurs, qui sont contrôlés par une entreprise. Là on a des serveurs multiples qui sont contrôlés par les divers utilisateurs et ça fait en sorte justement que chaque personne est autonome sur ses informations personnelles. Il n'y a pas une obligation de se connecter avec ton adresse mail et ton mot de passe. Sur la blockchain, c'est pas comme ça. Sur la blockchain, on a des adresses en fait. On a des adresses qu'on appelle des clés publiques et des clés privées qui nous permettent de nous identifier, justement. Voilà. Là, on est en randonnée. Faites salut, faites coucou. Ah ouais, coucou. Coucou. Donc du coup, les gars, comme application, parce qu'il faut voir la blockchain, comme en fait Internet. La différence seulement, c'est simplement le fait qu'on n'a pas de centralisation sur la blockchain. Du coup, c'est pareil en fait. Tu peux créer des applications sur la blockchain comme sur Internet. C'est juste que ces applications seront décentralisées. Voilà pourquoi il y a de nouveaux langages. Le Web 3.0 naît avec Ethereum. Et sur la blockchain Ethereum, pour créer des applications, on a un nouveau langage. Et ce langage, il s'appelle comment déjà là? Je forget le nom du langage. Sur la blockchain Ethereum, on utilise le langage Solidity, mais bien évidemment, on peut programmer également un langage C, on peut programmer un langage C++. Oui, c'est possible de programmer avec des langages déjà connus sur la blockchain, parce qu'il y a différentes blockchains qui acceptent différents langages, mais fondamentalement, en fait, la blockchain, c'est un écosystème sur lequel on peut également programmer des applications qui seront utilisées. La seule différence, c'est que ce sont des applications qui seront décentralisées. Et vraiment, c'est ça que j'aimerais véhiculer. Si tu es programmeur, développeur web, tu peux exploiter la blockchain justement pour te développer. Pourquoi? Parce que on est sur quelque chose qui est nouveau, innovateur. La blockchain, c'est pas un système justement qui est déjà connu de tous. Il y a une forte demande aujourd'hui dans la recherche des développeurs web sur la blockchain. Donc du coup, si vous avez la possibilité justement de vous former en développement blockchain, bientôt je vais lancer une formation là-dessus. Lancez-vous. Allez regarder sur YouTube. Comment faire du développement blockchain, etc. Faites des recherches. Et la blockchain, c'est même pas compliqué en fait. C'est que tu peux créer une application que tu mets juste sur la blockchain, tu vois un peu. Voilà, c'est vraiment vaste. Et grâce à ça, justement, tu as la possibilité d'avoir des applications qui ne sont contrôlées par personne, des applications qui sont autonomes, des applications qui peuvent fonctionner grâce à des smart contracts. Et c'est vraiment vaste. Aujourd'hui, par exemple, on a des réseaux sociaux qui sont déjà sur la blockchain, donc qui fonctionnent comme je vous ai expliqué. On a des YouTube, les nouveaux YouTube de la blockchain, sauf que ces YouTube-là, lorsque tu es créateur de contenu, par exemple, ce n'est plus le créateur de contenu seul et YouTube qui gagne de l'argent. Ce sont les créateurs de contenu qui gagnent de l'argent, mais on récompense également les personnes qui permettent à ces créateurs de contenu-là de gagner de l'argent. Ça veut dire que sur la blockchain, un YouTube qui est créé sur la blockchain, il y en a déjà, mais j'ai oublié le nom. Il permet à ce que justement, même les personnes qui suivent, même l'audience justement gagnent de l'argent. Est-ce que vous voyez un peu? On a des réseaux sociaux déjà sur la blockchain. On a des nouveaux Google sur la blockchain. Les Google qui ne vont pas prendre nos informations personnelles pour travailler avec. C'est chacun en fait. C'est que si tu es sur le Web 3.0 et que tu as besoin de vendre tes informations personnelles, tu peux les vendre en échange d'une rémunération. Tu vois, c'est pas comme sur le Web 2.0 où on ne te demande pas ton avis. Voilà. Donc c'est ça. En tout cas, j'espère que j'aurais quand même pu être assez clair et concis et que vous avez compris c'est quoi le Web 3.0. C'était Harley de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos.
Peace.